Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, des nationalistes, des patriotes, de tous ceux et celles qui rêvent de voir une Afrique debout, libre et surtout souveraine. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et nous, ce matin, nous allons nous intéresser, on va le dire ainsi hautement, aux journées du panafricanisme du 21e siècle, le 6e congrès panafricaniste partie 3 du NMP, le nouveau mouvement populaire, partie 2, il faut le préciser également, qui aura lieu du 1er au 2 avril 2023, dès 9 h à la salle de conférence de ce matin l'hôtel du côté de Yaoundé. D'ailleurs, le NMP, Nouveau Mouvement Populaire, et son président convie d'ailleurs tous les panafricanistes à la partie 2 des journées du panafricanisme du 21e siècle, le 6e congrès panafricaniste qu'ils organisent. Et le thème retenu d'ailleurs pour cette année 2023, déstabiliser, mettre hors d'état de nuire, une fois pour toutes, l'alliance globale néocoloniale et recolonisatrice qui veut déstabiliser le Cameroun. Je me reprends justement sur ce sujet. Déstabiliser et mettre hors d'état de nuire, une fois pour toutes, l'alliance globale néocoloniale et recolonisatrice qui veut déstabiliser le Cameroun. Il faut également préciser que des invités de marque seront également de la partie, et l'invité spécial d'ailleurs du nouveau mouvement populaire pour, on va le dire, ces journées du panafricanisme du 21e siècle, ce sera justement le docteur Mebo Meta Ndongo. Il est enseignant et chercheur à l'université d'Ottawa, Lamax, et à l'université Québec en Outaouais, au Canada, président fondateur et directeur du PATSA, parce que, voilà pourquoi nous nous intéressons entièrement et totalement à ces journées du panafricanisme partie 2, 6e congrès panafricaniste. Eh bien, nous recevons justement son président, le président Banda Kani, qui est justement le président du NMP. Il est notre invité ce mercredi matin. Président Banda Kani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Gross. Le plaisir est toujours le mien d'être à tes côtés pour chaque jour évoluer sur ce chemin qui est long. Très bien. Mais que nous avons commencé. Et tous les jours on marche. Petit à petit. On marche. Et quand chaque jour est passé, on dit « Ah, la peine de ce jour est passée, on verra ce que demain va nous réserver. » Exactement. Mais ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'on marche. Et on voit comment les choses bougent. On voit aussi les difficultés auxquelles on doit faire face. Et puis ça consolide notre optimisme, notre détermination. Merci d'avoir pensé que je pouvais être utile ce matin. Je voudrais saluer notre technicien, qu'on ne voit jamais. Jamais, jamais. Mais qui peut arrêter l'émission quand il veut. Justement. Nous, on dépend de lui. Hein. Justement, on n'a pas vraiment le choix. Je voudrais le saluer et l'encourager pour ce qu'il fait. Et je salue tous nos milliers d'abonnés, qui sont scotchés à notre chaîne, qui interactivent avec nous à travers les commentaires et tous les sympathisants qui suivent nos émissions. Très heureux de vous avoir d'ailleurs, président Banda Kani, ce matin sur notre plateau. L'NP organise donc du 1er au 2 avril 2023 la deuxième partie du 6e congrès panafricaniste dans le cadre des journées du panafricanisme du 21e siècle. Maintenant que l'impact de l'action panafricaniste et spécifique du NMP est reconnu de par le monde entier, et ce en toute tranquillité, et que le procès en événementisme, activisme événementiel, décoratif, qu'on aurait pu nous faire n'est plus aujourd'hui possible. Il faut aller de l'avant, c'est-à-dire organiser la deuxième partie du 6e congrès panafricaniste. Il faut rappeler également ce qui s'est passé lors de, on va le dire comme ça, de cette autre journée, de ces autres journées qui se sont déroulées ici à Douala même, au Cameroun. On parlait justement de ces journées du panafricanisme du 21e siècle, tenues à Douala du 29 au 31 juillet 2022, qui a mobilisé, ça il faut le dire également, un important parterre de personnalités. Et c'était d'ailleurs très bien animé, avec plusieurs sujets à l'ordre du jour. Commençons déjà par parler de l'endroit que vous avez choisi cette année. Commençons par là déjà. C'est Yaoundé, ce n'est plus Douala. Oui. Ben, vous savez que la particularité de notre action, Jocelyn, dans ce combat panafricaniste, c'est la parole comme arme de combat. Oui. La parole, ce n'est pas seulement un discours. La parole, ce n'est pas la lettre. La parole, ce n'est pas seulement parler. La parole, c'est une connexion avec le vrai Dieu. C'est ce que les traditions africaines enseignent.
C'est ce que la véritable spiritualité nous enseigne. Et cette connexion-là, quand elle est sérieusement établie, libère une puissance supérieure qui agit. On n'a pas besoin de beaucoup de bruit, on n'a pas besoin de foule, on n'a pas besoin de la violence physique, on n'a pas besoin de crier. Encore que nous n'avons rien contre ces modes d'action pour faire bouger les choses. Exactement. C'est pour ça qu'au NMP, nous faisons souvent des événements, souvent sans faire beaucoup de bruit. Et toi qui nous suis depuis, qui sais très bien comment nous fonctionnons, nous annonçons des choses qui doivent arriver. Nous prédisons des mouvements forts, mais sur la base de la parole. Donc c'est un magistère de la parole. Alors on a longtemps travaillé à Douala pour revenir à votre question, parce que Douala, le Cameroun est né à Douala, historiquement. Le Cameroun est né à Douala, Douala est la porte d'entrée du Cameroun, avec tout ce que cela charrie comme histoire. Il a fallu travailler à Douala. Douala est la capitale économique du Cameroun. Je viens de Nobel, où le Cameroun aussi est né en termes de brassage. Exactement. Nobel a été la matrice où la Camerounité a puisé sa source. Et ça continue d'ailleurs. Donc vous voyez très bien les enjeux que charrie Douala. Enjeux historiques, enjeux géospirituels importants, enjeux stratégiques. Il fallait travailler la ville, il fallait travailler Douala en tant que porte d'entrée du Golfe de Guinée, porte d'entrée du Cameroun. Il fallait la travailler suffisamment pour que tout ce qui a été fait alors que le colon arrivait à Douala pour la première fois, tout ce qui a été fait à Douala pour sceller notre sort, tout ce qui a été fait à Douala pour sceller la vie des Camerounais de ce pays-là, il fallait déceler ça, il fallait briser tout ça par un travail profond et sérieux. Cette fois-ci, nous avons estimé que vous savez d'ailleurs que le thème de ce 6e congrès, partie 1, c'était « Passons à l'autre bord ». Oui. Passons à l'autre bord. Donc, il est logique donc, que dans la cohérence de ce thème-là, n'est-ce pas, que nous passons à l'autre bord, que nous allons à Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. C'est une ville extrêmement chargée, à tout point de vue. Il est chargé, c'est la ville aux 7 collines. Vous connaissez tout ce qui est dit sur le Cameroun. Oui. Vous savez tout ce que les sages et les prophètes disent de notre pays et comment ils analysent le fait que non seulement le Buea soit appelé chat de Dieu, le mont Cameroun soit appelé le chat de Dieu. Mais pourquoi aussi Yaoundé a 7 collines? Il n'y a pas de nombreuses villes dans le monde qui ont 7 collines. Donc, nous allons à Yaoundé parce que les temps sont mûrs dans notre pays pour passer à un autre niveau. L'assassinat de Martinez Zogo a montré que les contradictions internes au régime politique camerounais ont franchi un certain seuil. Et que si on ne fait pas attention, on risque de ne pas contrôler ces contradictions qui vont déborder et être manipulées par les puissances prédatrices pour la destruction de notre pays. On a vu ça ailleurs. Donc nous allons à Yaoundé pour porter une parole de responsabilité, pour porter une parole politique, pour porter une parole panafricaniste, pour porter une parole de sagesse, pour porter une parole géospirituelle, pour essayer de faire que cette ville de Yaoundé retrouve sa vocation politique et historique dans le sens de tout faire pour que les contradictions internes, n'est-ce pas, qui travaillent le régime politique camerounais, ne débouchent pas sur la destruction de notre pays. On va à Yaoundé aussi parce que c'est la capitale diplomatique de notre pays. Oui. Vous y avez le monde y est représenté. D'ailleurs, vous voyez le thème est clair, hein? Déstabiliser et mettre hors d'état de nuit une fois pour toutes l'alliance globale, oui, néocoloniale et recolonisatrice qui veut déstabiliser le Cameroun. Cette alliance globale a des représentations diplomatiques à Yaoundé, qui est le siège de nos institutions. Exact. Voilà, il faut aller les confronter avec la parole. Il faut aller les confronter avec une parole. Avec la parole qui libère, avec la parole qui brise les jougs, avec la parole qui renverse les montagnes. Avec une parole véritablement initiatique qui, quand elle est libérée,
n'est-ce pas, va, comment on dit ça, va briser les nœuds gordiens qui ont été montés dans la ville de Yaoundé pour que, n'est-ce pas, cette alliance globale, coloniale, néocoloniale et recolonisatrice puisse atteindre sa fin. Oui. Notre pays aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, gère une situation extrêmement difficile. Une fois de plus, le maître Martinez-Zongo l'a montré. Et il faut que les forces politiques prennent la mesure des enjeux. En dépassant les querelles partisans, en dépassant les subjectivismes, sortir de l'anti-biaïsme primaire et du biaïsme primaire. Le Cameroun ne se limite pas à l'anti-biaïsme primaire et au biaïsme primaire. Et en plus même hypocrite. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est une longue histoire. Le Cameroun, c'est un dessein. Le Cameroun, c'est un projet. Le Cameroun, c'est un rôle à jouer dans le monde. Il faut qu'on dépasse ces subjectivismes-là, qu'on dépasse certaines des intérêts pour essayer, n'est-ce pas, de penser l'avenir de notre pays, loin des schémas que certains réseaux et certains baronnies installés au cœur du pouvoir veulent imposer. Pourquoi nous allons à Yaoundé? Nous allons à Yaoundé libérer les perspectives de notre pays. On va à Yaoundé débloquer les horizons de notre pays. Ces horizons sont aujourd'hui obscurcis par la guerre des clans, des baronnies, chapeautés par les puissances tutélaires de notre pays, qui en silence travaillent jour et nuit pour que, n'est-ce pas, le pays ne leur échappe pas. Donc voilà les enjeux, Jocelyn, de notre déportation, entre guillemets, de la capitale politique du Cameroun. Président, dans le thème, on voit, c'est écrit « Déstabiliser, mettre hors d'état de nuire, une fois pour toutes, l'alliance globale néocoloniale ». Ça signifie qu'elle existe, qu'elle demeure, qu'elle a encore ses racines. Oui, bien sûr. Dans le document introductif, que je vous ai fait parvenir d'ailleurs, oui. Vous avez lu ça dans son entièreté, vous avez pris un peu le temps d'écrire, c'est pratiquement un livre. C'est un livre, c'est tout un livre, 51 pages, voilà. Il faut préciser. Un livre que nous avons écrit, où nous expliquons profondément ces affaires-là. L'histoire de notre pays parle plus que tout. Vous savez, Jocelyn Goz, on peut regarder à côté de nous. Prenons l'exemple d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Lorsqu'un pays a à sa tête un dirigeant qui a mis l'homme au pouvoir, comme c'est le cas de notre président Patriarche, il a mis l'homme au pouvoir démocratiquement, il n'est pas arrivé au pouvoir par la force, il ne gère pas le pays par la force. Il n'en déplaise à tous ceux qui voient les dictateurs partout, selon leurs intérêts. Mais la longévité du président Biya au pouvoir, si elle n'est pas bien gérée à son départ, peut faire basculer le Cameroun dans la destruction. Et vous savez très bien qu'il y a des acteurs majeurs dans le monde qui manipulent le chaos pour, comment on dit ça, recoloniser les nations. L'exemple le plus vivant, c'est la Côte d'Ivoire. À la faveur du décès de Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire n'a pas été en mesure de gérer positivement la succession de Houphouët-Boigny. Vous savez où ça a conduit la Côte d'Ivoire. Mais qui était derrière? La France, la communauté internationale autoproclamée, a manipulé, s'est servi de la guerre, entre guillemets, des différents clans qui estimaient que la Houphouët leur revenait de droit. Ces clans-là, dans leur bataille, n'est-ce pas, ont été instrumentalisés par la communauté internationale et ça a conduit le pays où nous voit une recolonisation et une quasi-disparition de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont perdu leur pays, carrément, et leur pays est occupé par des étrangers. À la tête du pays, il y a 2 étrangers. Le pays est occupé par la France, les intérêts étrangers, multinationales. La France, les États-Unis, l'Union européenne, c'est leur marchepied. Il y avait des bases militaires maintenant qui se sont extrêmement renforcées. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'avant-poste du plan occidental de recolonisation du continent africain. Vous imaginez, Jocelyn Goz, s'il y a un bis repetita au niveau du Cameroun, vous imaginez le préjudice que l'Afrique va subir? Vous imaginez? Or, ces forces-là travaillent dans ce sens au Cameroun. Il ne vous a pas échappé pourquoi le fait que M. Macron ait nommé un ambassadeur, un général ambassadeur,
au Cameroun. Alors, c'est pour faire quoi, d'après vous? On n'est pas naïf. Il est là pour préparer ce moment-là et accompagner les forces qu'ils ont sur place, n'est-ce pas, dans la préparation, dans l'anticipation, n'est-ce pas, des scénarios de succession dans notre pays, le Sénégal. Il vous souvient que M. Macron s'est auto-invité au Cameroun. On sait tous que ça a été une visite forcée. Et quand il est arrivé, vous avez vu le catastrophisme diplomatique qu'il est venu créer, certainement parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Il a pété les plombs en public et il s'est mis à insulter les partenaires du Cameroun, en Russie, la Centrafrique, le Mali, à les attaquer en direct dans le cadre d'une conférence de presse en direct. Donc vous voyez très bien qu'il y a toute une stratégie, tout un mouvement de fond qui s'organise pour que le Cameroun n'échappe pas, n'est-ce pas, à ses anciens tuteurs historiques. Et ce mouvement-là se structure, n'est-ce pas, à travers les clans, n'est-ce pas, qui ont émergé à la faveur de la longévité du président au pouvoir. Ces clans ne sont pas nouveaux, ces clans sont les successeurs des clans zoulatistes, n'est-ce pas, qui ont pris le pays, à qui on a confié le pays, à qui la France a confié notre pays à la faveur d'une indépendance truquée. Il ne reviendra pas ici d'insister sur l'histoire du Cameroun. Nous connaissons le sort qui a été réservé à l'UPC originel. Ce grand mouvement de patriotisme au Cameroun qui a mobilisé l'immense majorité des Camerounais, comme d'ailleurs tous les documents d'archives le démontrent, a été détruit, Jocelyn Goz, par le feu et le sang. Des villages ont été rasés, des villes ont été détruites, on a tué des centaines et des centaines de milliers d'individus. On a banni des villages dans ce pays. On a banni des régions de notre pays pour une seule faute, le patriotisme. Et le projet français a été de tout faire pour que jamais il n'y ait un remake de ce qu'on a vu là dans notre pays. Que jamais il n'y ait au Cameroun une renaissance du mouvement UPCiste qui soit à la hauteur de ce qu'aurait été, n'est-ce pas, l'UPCisme originel. Nous appelons ça dans notre parti le consensus anti-UPCiste. Le consensus anti-UPCiste est la base politique fondamentale qui gère le Cameroun. Alors, vous savez très bien comment. Alors, on a produit toute une génération d'hommes politiques, on a fabriqué des élites, on a créé toute une clientèle historique qui vit et se reproduit par la simple volonté de tout faire pour que ce consensus anti-UPCiste, n'est-ce pas, ne soit jamais renversé. Et ça utilise les ressorts, les ressorts mentaux, ça utilise des logiciels coloniaux, à savoir la corruption, la violence à l'état brut, n'est-ce pas, et toutes sortes de pratiques ésotériques, n'est-ce pas, qui n'ont pour seul but que d'empêcher le Cameroun d'exercer son rôle, d'accomplir sa vocation historique. Alors, l'assassinat extrêmement crapuleux, n'est-ce pas, dans Martinez Zogo, n'est que l'iceberg visible de la part criminelle, non seulement de l'État du Cameroun, mais de notre histoire, que nous n'avons jamais voulu assumer et régler. Donc, notre histoire, c'est justement l'effort aussi de vouloir nous départir de cette part criminelle qui n'est que le reflet, qui n'est que le bébé de la création du Cameroun par le colon. Donc, vous voyez très bien qu'il y a donc une continuité. Il y a une continuité historique qui fait qu'au Cameroun, il y a deux familles politiques fondamentales s'affrontent, la famille UPCiste, n'est-ce pas, et la famille que j'appelle la famille Ojoulatis. Ça, c'est fondamental. Maintenant, il y a eu des évolutions. Il y a des croisements, c'est 30 partisans, vous avez des Ojoulatis dans l'opposition comme dans le pouvoir, vous avez des UPCistes au sein du pouvoir comme dans l'opposition. Donc ce n'est pas un schéma figé qui opposerait deux clans qui se regardent en face. Non, il y a des transversaux, n'est-ce pas, qui travaillent ces familles fondamentales. À la faveur de l'évolution de notre pays, la grande UNC a éclaté, n'est-ce pas? Il y a eu le RDPC quand le président Biya arrive au pouvoir. Après, il y a d'autres frères adultes terrain ou légitimes, n'est-ce pas, qui se sont constitués dans l'UNDP, le SIF dans une certaine mesure, et puis tous ces partis satellites qui sont là, mais qui en réalité sont la grande famille de l'UNC. Alors, cet État s'est organisé quand le président Biya arrive au pouvoir. Il va gérer un héritage complexe.
il doit assumer la continuité de l'État. Il a dit lui-même, dans le changement. Alors, la gestion de la continuité dans le changement a fait que le président Biya a rassemblé autour de lui, n'est-ce pas, des clans qui, vous y trouvez les nostalgiques du régime Ahidjo, vous y retrouvez les fidèles du renouveau, vous y retrouvez, n'est-ce pas, les régulatistes purs et durs. Donc, ce magma que le président Biya a rassemblé autour de lui, n'est-ce pas, a une bonne partie, n'est-ce pas, a grandi dans la corruption, n'est-ce pas, dans le pillage des caisses de l'État. Et aujourd'hui, ce processus culmine justement, naturellement, avec une volonté extraordinaire de prendre le pouvoir, soit après le président Biya, soit de son vivant. C'est ce qui explique toutes les manœuvres, toutes ces batailles qui ont paralysé l'État du Cameroun. Tous ces combats, toutes ces luttes entre ces différents clans sont parrainés par leur père étranger, la France, l'Union européenne et les États-Unis, qui historiquement sont les tuteurs de notre pays. Alors, il ne faut pas croire que c'est parce que la France nous a colonisé que vous croyez que l'Union européenne n'est pas impliquée. On a un partenariat avec l'Union européenne, vous le savez. Les États-Unis sont impliqués. L'ONU a énormément la situation camerounaise parce que nous sommes la porte d'entrée du golfe de Guinée. Et sur le plan stratégique, le Cameroun est un pays que les États-Unis ne peuvent ne pas contrôler. Donc, oui, voilà des menaces graves qui pèsent sur notre pays. Si on ne fait rien, la bagarre entre ces gens peut déborder le cadre légal pour déboucher dans une guerre civile. Donc il faut rapidement qu'on prenne la mesure de la situation en développant une réflexion politique supérieure de haut niveau pour anticiper sur cette situation. C'est d'ailleurs le sens de tout le soutien que nous avons apporté au président depuis deux mandats, sans être du RDPC, sans être un fils politique du président. Nous avons décidé pour des raisons patriotiques, Jocelyne Ngoz, de le soutenir. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous constatez que, si on prend depuis 1990, l'opposition camerounaise n'est plus, comment dire, n'est plus le centre de gravité de la vie politique du Cameroun. Le centre de gravité s'est déplacé au cœur du pouvoir, parce que l'opposition a perdu l'initiative politique depuis les années 92. On le sait. Donc, à partir de ce moment-là, si vous laissez le président être isolé, encerclé par les seuls clans néocoloniaux qui gravitent au cœur de l'appareil d'État, vous êtes mal parti, ça veut dire que demain, il suffirait que ces clans-là peuvent déborder le président, le déborder et s'organiser, n'est-ce pas, pour reprendre le pouvoir simplement et continuer la logique coloniale, puisque qu'est-ce qui les caractérise? C'est le pillage, c'est la corruption et la servitude volontaire face au FMI, Banque mondiale, au système international prédateur. Et ce système prédateur s'en fout des Camerounais. Les Camerounais sont les esclaves dans leurs mains. Donc vous voyez très bien que si on laisse le président isolé dans ce milieu-là, nous perdons tout contrôle, toute capacité d'impacter, n'est-ce pas, l'avenir de notre pays. Donc nous l'avons compris depuis les années 92. Voilà pourquoi nous nous sommes impliqués pour apporter notre soutien au président, soutien stratégique. Et en même temps, nous avons développé le combat panafricaniste pour mettre sur la table les vrais problèmes des pays africains en général et ceux du Cameroun, ce qui a permis aujourd'hui, Jocelyne Ngoz, que le panafricanisme est entré dans nos institutions, au Cameroun, dans le savoir, dans l'armée, partout dans l'administration aujourd'hui. La cause panafricaine est transpartisane. Et ça fait donc que, en procédant ici, nous essayons de changer ce rapport de force qui est très défavorable, n'est-ce pas, aux forces de changement, entre guillemets, du moins, sous les formes partisanes, c'est défavorable, mais c'est parce que le rapport de force est défavorable aux formes partisanes du changement, que ça veut dire que ceux qui veulent changer le pays sont minoritaires. Il ne faut pas confondre les deux. Beaucoup de Camerounais militent dans les partis politiques, mais ils s'intéressent pourtant à l'avenir de leur pays. Donc c'est cette équation complexe que le Cameroun, que nous essayons de résoudre intelligemment, mais surtout en comptant sur la grâce de Dieu, du vrai Dieu. Justement, vous parliez tout à l'heure des pans de notre pays qui sont devenus panafricanistes. D'ailleurs, l'année dernière, vous parliez justement du port autonome de Douala qui est panafricaniste. On parle également de la CNPS, la Caisse nationale des prévoyances sociales. On parle également de l'armée camerounaise qui joue également son rôle régalien, qui fait toujours de très belles choses, qui reste nationaliste et panafricaniste. Là aussi, les clans qui sont aujourd'hui au pouvoir n'ont pas vu venir le panafricanisme qui a pris l'ampleur au Cameroun. Parce que Dieu nous a aidés à être intelligents. Je te rappelle, Ngoz, quand on commençait ce combat, nous nous sommes dit que si on prend les chefs d'État pour ennemis, on ne bouge pas. On ne peut pas. Ce n'est ni intelligent, c'est de la bêtise.
Et puis, ce n'est pas vrai. Les présidents ne sont pas en fait notre problème. Notre problème, c'est l'impérialisme. Et cette tentacule remonte très loin. Les présidents ne l'ont même pas connu. Donc, on a compris ça et il a fallu être sage. Alors, nous avons lancé le combat panafricaniste en disant que nous allons soutenir tout chef d'État qui fait des pas dans l'autre sens. On ne veut même pas qu'il soit panafricaniste. Donc, il fait seulement des pas, on le soutient. José Ngo, cette option, elle était intelligente. Ça a permis que le panafricanisme embrase tout le continent et le monde entier. Alors, quand cet embrasement a lieu et commence à porter ses fruits, les forces endocoloniales, qui peut-être croyaient s'en servir, se rendent compte que non, le mouvement est trop puissant pour eux. C'est pour ça que nous sommes combattus au Cameroun par l'endocolonat au cœur de l'État. Ce sont nos pires ennemis. Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens pensent que le soutien que nous donnons au président, du moins, beaucoup l'analysent de manière simpliste, sans approfondir. Ça ne veut pas dire, il ne faut pas croire que toute l'administration du Cameroun est pour le panafricanisme. Au contraire. Au contraire. Mais la sagesse que nous avons utilisée, la bonne compréhension de l'équilibre interne et profond du régime camerounais, nous avons fait comprendre que la trajectoire que le président a prise depuis un bon bout de temps est une trajectoire qui n'arrange plus les clans avec lesquels il a gouverné jusqu'à un certain niveau. D'où un conflit profond entre le président et ces clans-là. C'était une opportunité pour les panafricanistes. Il fallait s'engouffrer dans ce clan-là pour essayer de donner une autre perspective politique au Cameroun. Et ça a été réussi. Et les évolutions même propres au système France-africain en général et au système impérialiste occidental ont joué en notre faveur. Toutes les menaces qui frappent les pays africains en général et les pays, le Cameroun en particulier, menaces visant à démembrer les pays, à déstabiliser les pays, menaces vraiment à balkaniser les pays, tout ça et consorts, ont joué en faveur du panafricanisme parce que nous avons été les seules forces à monter au créneau contre ça. En le faisant donc, nous avons rencontré les intérêts d'une bonne partie de l'armée du Cameroun, qui est une armée extrêmement patriotique, qui est en première ligne dans la lutte contre ces menaces-là. Oui. Vous avez rencontré une bonne partie de l'administration camerounaise. Contrairement à ce qu'on croit, tous ne sont pas pourris. Pas du tout. Non. Il y a une bonne partie des patriotes au sein de l'administration qui se reconnaissent dans le travail que nous faisons. Et des pans entiers du Cameroun ont épousé notre combat. Ça fait qu'aujourd'hui, ce mouvement-là est une puissance aujourd'hui qu'on peut plus, comment on dit ça, embastiller n'importe quoi. Comment? Ça dérange les endocolonats. Ça dérange énormément les endocolons. Deuxièmement, vous savez qu'en 2018, le patriarche président nous a fait l'honneur de nous inviter dans sa campagne. Oui. Je suis pas allé cogner la porte. On est venu me chercher à la maison. C'est une indication claire que le président camerounais est sensible à ce qu'on fait. Il le suit. Vous n'impliquez pas les gens dans votre campagne s'ils ne représentent rien pour vous. Et en ce moment-là, lors de cette campagne en 2018, j'ai pu observer. Ça a été un site d'observation extraordinaire des évolutions qui se dessinent dans notre pays. Est-ce que les gens se sont souvenus que pendant la campagne de 2018, le président a fait sa campagne pas sous la bannière du RDPC? Très peu de gens n'ont pas vu ça, parce qu'on est tous embarqués dans l'antibiaïsme primaire. Il y avait le RDPC nulle part dans ses gadgets, ni sur son pagne, ni sur ses affiches. Il a créé un G20 qui a fait sa campagne. J'ai eu l'honneur de représenter le président sur des plateaux de télévision durant cette campagne. Ça veut dire que notre message trouve un certain écho. Et ça voulait indiquer aussi la trajectoire du président. Ces nouvelles orientations qui ne font pas plaisir aux différents clans avec lesquels il a travaillé jusqu'à un certain niveau, qui estiment que monsieur, il n'est pas question qu'on a été ensemble. Maintenant, tu nous laisses. Vous voyez, c'est ça la césure, c'est ça la contradiction aujourd'hui profonde qui travaille le régime camerounais, c'est la rupture qui est entre les intérêts présidentiels, n'est-ce pas, et ceux des différents clans avec lesquels il a travaillé. Une guerre les oppose. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut être intelligent. Notre intelligence a été d'apporter notre soutien au chef de l'État, d'abord pour stabiliser nos institutions, stabiliser le sommet de l'État et aider à la marginalisation de l'endocolonat pur et dur qui veut faire basculer le pays toujours dans une colonisation programmée. Comprenez ça? D'ailleurs, l'épisode, vous avez soulevé la question du PAD du port autonome. Mais voilà encore un exemple
un site d'observation qui permet de bien comprendre les contextes qui travaillent le pays. Le président qui écoute les panafricanistes, le président qui est dans des dispositions qui est dans une autre orientation dans sa démarche politique, voit la nécessité de libérer le port de notre pays. Il est intelligent comme il est, il joue intelligemment, il ne va pas au sommet russe-Afrique de l'époque. Nous tous on crie, on dit voilà, le président n'a pas bougé. Il reçoit le Dian qui croit que bon, il est trop fort, l'affaire est scellée. Quand le Dian tourne son dos, le président nationalise pratiquement le port. Parce que c'est une nationalisation qui ne dit pas son nom. Alors, et nous voyons ce que ça rapporte au pays depuis. On voit le travail extraordinaire qui est fait par M. Cyrus Gore au niveau du port. Combattu, mais très bien, vous allez là, l'endo-colonna local va réagir. Alors que le président décide, n'est-ce pas, qu'il prend une décision de dire que le port désormais va être géré par une régie camerounaise, on a vu l'endo-colonna interne au régime utiliser les moyens médiatiques pour continuer à soutenir M. Bolloré. Manœuvrer pour arrêter Cyrus Gore et l'enfermer. Parce que l'engagement a été pris de redonner le port à M. Bolloré dans le cadre d'un deal lié à la succession du président. Vous comprenez ça? Donc, ça va être une bataille extraordinaire et nous avons pris sur nous de défendre et d'assumer notre panafricanisme portuaire en soutenant le M. Cyrus Gore et le chef de l'État dans cette bataille. Donc vous voyez très bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a même vu un juge administratif au Cameroun, à Douala, sanctionner le port. Vous imaginez ça? C'est-à-dire sanctionner le port pour faire plaisir à M. Bolloré, donner les coups de franche par cet acte de jugement à M. Bolloré pour qu'il aille porter le dossier au niveau d'un tribunal à l'étranger. Procès qu'il a d'ailleurs perdu. Ce cas est illustratif, Jocelyn Gosse, de la saisie qui a des contradictions qui travaillent le régime et que nous devons très bien analyser pour prendre de bonnes positions. Alors ce travail, ce n'est pas un travail pour amateurs, je le reconnais. Ce n'est pas un travail pour personnes pressées. Ce n'est pas un travail pour des personnes légères. Ce n'est pas un travail pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays et qui confondent régime politique, État et système. Il y a le système impérialiste néocolonial dans son ensemble. Il y a le régime politique qui le gère pendant un moment donné. Et il y a l'État. Ces trois entités, s'ils sont liés, Jocelyn Gosse, il ne faut pas les confondre n'importe comment à tout moment. Il ne faut pas les confondre. Le président Biya, en diversifiant les partenariats dans notre pays, a bousculé intelligemment ce système. Ça l'a bousculé. Et en bousculant ça, il a bousculé les fils sur lesquels ce système s'appuie pour tenir le Cameroun. Alors, ça ne les plaît pas. En retour, le système veut rattraper le président en actionnant ses fils à l'intérieur, les endocolons. Donc, voilà. Si on ne comprend pas que voilà là où se situe le moteur des évolutions futures de la politique au Cameroun, on passera à côté. On va s'enfermer dans un schéma classique dépassé, opposition, pouvoir, n'est-ce pas, qui n'a pas le sens et qui ne signifie rien à voir même pour les Camerounais. Ça se voit dans leur rapport à l'élection. Les enjeux sont ailleurs. Donc c'est pour décrypter tout ça, c'est pour anticiper tout ça, c'est pour essayer de faire un travail profond de manière à ce que ces contradictions de tout notre pays, que nous allons regarder. Justement, pour arrêter la déstabilisation du Cameroun. Une fois pour toutes, comme nous avons dit, donc, nous une bonne clairs. Fois pour toutes. On a dit une bonne fois pour toutes. Parce que là, c'est le virage. C'est le virage. C'est eux ou le Cameroun. Vous savez, j'avais dit à l'époque à une chaîne que tu connais très bien, que dans les jours, les mois, les années qui viennent, ça sera Bolloré ou le Cameroun. Donc on a pris ça pour du jeu. Mais c'est cela qu'il s'agit. Ce sera eux ou le Cameroun. Quand vous écoutez le discours du président à la jeunesse, lors de la dernière fête de la jeunesse, le 11 février passé, il faut encore l'écouter. C'est un discours que j'ai relu et j'ai relu. C'était même pas un discours, c'était une conversation d'un sage avec ses enfants et ses petits-enfants. Je ne sais pas si les gens ont même pu la porter de ce discours. Mais nous ne sommes plus au niveau nous ne sommes plus au niveau d'une opposition primaire et frénétique. Nous ne sommes plus au niveau de faire plaisir à une opinion dans les batailles partisanes. Nous, on pense sérieusement le Cameroun. J'ai pris le temps de relire
de réécouter ce discours. Il y a quelque chose, quand vous l'écoutez, il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui va vous interpeller. Quand le président du Cameroun dit « Mes chers jeunes, ce combat, nous ne pouvons pas le perdre », il parle de quel combat? Il faut que les gens se posent des questions. Il parle de quel combat? Il dit « Ce combat-là, nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre ». Mais quel est le combat que le président mène à 90 ans d'après vous? Quel est le combat qu'il mène à 90 ans? Regardez la position du Cameroun sur le dossier ukrainien. Mais ça aussi, ça ne vous dit rien. Malgré toutes les pressions, le Cameroun ne bouge pas. Il n'a pas condamné la Russie. Il ne bouge pas. Quel est votre... Alors le Cameroun sort. On sort. Donc, il y a là des indicateurs d'une volonté au cœur du pouvoir, au niveau du président, comment dire ça, de changer les équilibres fondamentaux qui ont conduit notre pays jusqu'à présent et qui n'ont pas été à notre faveur. À cause de tous les carcans que nous connaissons, le carcan monétaire, le carcan géopolitique, le carcan de l'impérialisme global, le carcan de tous les accords secrets de coopération, qui demandaient un temps énorme, non seulement pour qu'elles arrivent à terme, mais aussi qu'on puisse gérer la transition entre ces accords-là et les nouvelles orientations qu'on veut donner à notre pays. Ce n'est pas un travail facile, Jocelyn Goss. Ce n'est pas un travail facile. C'est un travail complexe parce qu'il est question de bousculer des intérêts assis depuis des siècles. Depuis des siècles, hein, des gros intérêts assis. Et ces intérêts-là sont prêts à tout, y compris faire des coups d'État, y compris paralyser la vie du pays, y compris paralyser l'administration. On le vit à travers les divers sabotages des projets, à travers ce que le président appelle, avec beaucoup d'élégance, l'inertie. Mais quand vous allez, si vous soulevez la marmite de l'inertie, vous n'aurez pas vos yeux pour pleurer. Comment tout un sabotage, comment les intérêts du pays passent après ceux de différents clans qui ne pensent le Cameroun qu'en termes de conservation de leur position de pouvoir et de leurs intérêts. C'est tout ça qu'il faut prendre en charge sur le plan politique, sur le plan géopolitique, le faire intelligemment. Et nous devons penser qu'on ne le fera jamais sans l'appui du vrai Dieu. Et c'est prévu justement pour les 1er avril 2023, dès 9h, la salle de conférence de ce matin, l'hôtel à Yaoundé. Ça, il faut également le dire, je parle justement des journées du panafricanisme du 21e siècle, 6e congrès panafricaniste. Partie 2, là-bas, ce sera justement pour dire à la terre entière, à la création tout entière, voici ce que nous voulons déstabiliser entièrement et totalement et mettre hors d'état de nuire, une fois pour toutes, l'alliance globale néocoloniale et recolonisatrice qui veut déstabiliser le Cameroun, parce que nous le savons, ils sont très nombreux. D'ailleurs, les thèmes sont assez révélateurs. Oui. Vous voyez, il y a un thème que je vais développer, c'est les problèmes stratégiques du monde nouveau. Oui. Problèmes stratégiques du monde nouveau. Donc, il y a un monde nouveau qui est devant nous. Et il a des problèmes stratégiques. Un pays comme le Cameroun ne peut pas se permettre de ne pas anticiper sur ces problèmes-là, parce que c'est au cœur. C'est au cœur. Vous voyez, il y a un autre monde qui s'est créé, avec les BRICS qui émergent, oui, n'est-ce pas, avec en face le vieil Occident, colonisateur, impérialiste, prédateur, tout ce que vous pouvez imaginer. Et cet Occident-là est le tuteur historique de nos pays. Nous avons grandi là-dedans. Vous voyez très bien que c'est un tournant. C'est un tournant. C'est une rupture, j'ai dit après ça, mais c'est-à-dire que c'est une rupture tectonique. Vous voyez? Donc il faut tout ça, créer un monde totalement nouveau, et il faut qu'il y ait une véritable réflexion stratégique pour anticiper ces évolutions-là, Jocelyn Goss. Ce thème-là, je veux le développer. Vous aurez en face le professeur Mibo Meta, qui veut le Canada, lui qui va réfléchir sur une alternative de gouvernement, à partir d'une démarche qu'il appelle glocaliste, c'est-à-dire une démarche qui allie le global et le local. Oui. Donc, vous voyez, une alternative de gouvernement, il vient réfléchir sur une alternative. Vous voyez très bien, les thèmes ne sont pas faits au hasard. Et le deuxième jour, en matinée, je ferai mon discours de politique générale pour camper la situation du Cameroun et les perspectives, n'est-ce pas, qui peuvent en découler. Donc, vous voyez très bien que ce soit au niveau des thèmes, que ce soit au niveau de la configuration de l'événement, nous savons ce que nous faisons. Nous savons où nous allons. Et nous le faisons sans gesticulation inutile. Nous le faisons sans, comment dire ça, sans utiliser les voies habituelles, les voies banales habituelles.
nous ne cherchons pas à intégrer un réseau, Jocelyne-Gos. Nous ne sommes pas pris en charge par un réseau ésotérique, par tel réseau historique. Nous n'appartenons à aucun clan au Cameroun, aucun clan. C'est peut-être ça notre problème. Nous sommes trop libres. Nous n'appartenons à aucun clan. Nous sommes dans une démarche qui ne veut pas aligner le Cameroun, Jocelyne-Gos, sur quelqu'un que réseau. Il y a des réseaux historiques qu'on connaît. Ils ont fait leurs preuves. On voit là où ça nous a conduit. C'est des réseaux historiques. Maintenant, il y a des réseaux nouveaux qui arrivent. On les connaîtra au fur et à mesure. Mais ce qui est sûr, nous ne pouvons pas mettre le Cameroun à la remorque d'un quelqu'un que réseau. Ce travail politique profond n'est pas à la portée de tous. Il faut un mouvement panafricaniste qui revendique un upécisme originel, n'est-ce pas? C'est la mise en communauté politique et historique de ces deux pensées fondamentales, n'est-ce pas, qui nous permettent d'avoir une boussole qui éclaire, n'est-ce pas, nos perspectives et nos actions. Donc vous voyez qu'on est dans une dynamique extrêmement profonde, élevée, qui n'est pas, je le répète, bon, ce n'est pas le propre de tous. Il y en a qui choisissent d'aligner le Cameroun sur des réseaux historiques qu'on connaît. Il y en a qui estiment que l'Occident est l'alpha et l'oméga de notre avenir. Il y en a qui estiment que le Cameroun doit passer après tout ça et on pensera au Cameroun après. Il y en a qui pensent que le Cameroun se réduit à leur bagage personnel, à leur histoire personnelle. Il y en a qui intègrent les ordres, tout ça pour se faire adouber et faire une carrière politique. Il y en a tout ça. Ce sont leurs choix. Notre choix est celui que je viens de vous présenter. Et ce choix, nous sommes sûrs et convaincus qu'il vaincra. Et nous le souhaitons. La victoire finale appartient justement au panafricanisme. Je rappelle justement à nos téléspectateurs, vous êtes tous d'ailleurs invités, membres, sympathisants et surtout vous qui êtes également au loin. Nous savons que l'année dernière, vous étiez d'ailleurs très nombreux aux journées du panafricanisme du 21e siècle. Cette fois-ci encore, pour cette année 2023, vous êtes nombreuses et surtout, vous êtes invités nombreux à cette fête de la connaissance, à cette fête pour déstabiliser et mettre hors d'état de nuire une bonne fois pour toute l'alliance globale néocoloniale et recolonisatrice qui veut déstabiliser le Cameroun, un pays cher à nos cœurs. Je rappelle les dates du 1er au 2 avril 2023, dès 9 h à la salle de conférence du Somatel Hôtel, c'est à Yaoundé. Président Badakani, on va vous dire merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie de m'avoir offert une tribune, et quelle tribune encore, pour dérouler, n'est-ce pas, sur cet événement que nous croyons important pour l'Afrique, pour le monde et pour notre pays, le Cameroun. Beaucoup de courage à vous, on vous sent fatigué, oui, mais c'est moi qui vous remercie. Tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a de quoi être fatigué, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Beaucoup de courage à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaine. Nous étions avec le président Bandakani André. Il est le président du nouveau mouvement populaire qui organise dans les jours à venir les journées du panafricanisme du 21e siècle, le 6e congrès panafricaniste, partie 2, du 1er au 2 avril 2023, dès 9 h à la salle de conférence de Somatel Hôtel de Yaoundé, et surtout sur le thème bien précis, ça également il faut le dire à tous les Camerounais et ceux qui sont également à l'étranger, déstabiliser, mettre hors d'état de nuire, une fois pour toutes, l'alliance globale néocoloniale et recolonisatrice qui veut déstabiliser le Cameroun. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.